Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, du médiocre, du vraiment pas terrible et du pas bon du tout. Salut la famille, et avant toute chose, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025. Quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies, j'espère que cette nouvelle année sera pour vous l'occasion de les concrétiser, de les mener à bien. J'ai l'impression que 2024 n'a pas été une année folle pour grand monde. En ce qui me concerne, c'était l'année de création d'Animedia, celle où le projet a émergé, a vu le jour, où je suis allé pour la première fois notamment au festival d'Annecy, mais j'espère que 2025, c'est l'année où le podcast va passer à une étape supérieure. J'ai envie de garder un rythme de publication d'un épisode par semaine tous les mercredis. On verra si j'arrive à m'y tenir, à diversifier également le type d'épisode, de faire non seulement de l'actualité, mais aussi de vous parler de films un petit peu plus anciens, d'inviter des personnes que j'aime bien ou de vous inviter à découvrir le parcours de personnes travaillant dans l'animation. Bref, j'ai plein de projets. J'espère de tout cœur pouvoir réussir à les concrétiser et à continuer de faire vivre et de faire grandir le cinéma d'animation que nous aimons tant. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De mon côté, j'ai mis le podcast en pause durant ces périodes puisque j'étais d'abord en famille pour passer Noël et puis ensuite à la montagne où j'ai passé un super réveillon en Suisse sous le soleil. Voilà, c'était très chouette. J'espère que vous aussi, vous avez eu l'occasion de vous arrêter un petit peu durant cette période-là pour reprendre le mois de janvier en pleine forme. D'ailleurs, Animedia revient avec un grand classique, le marronnier de toutes les rédactions, de tous les podcasts, notamment ciné, mais pas que. On va dresser le bilan de cette année 2024 entre top et flop. En l'occurrence, ce sera un top 5 et un flop 5, puisque j'ai vu un peu plus de 30 films d'animation qui sont sortis en 2024. Aussi quelques autres qui vont sortir ou qui sont déjà sortis en 2025, ça je vous en reparlerai évidemment un petit peu plus tard. D'ailleurs, certains n'ont même pas de date de sortie ni de distributeur. Bref, c'était une année assez chargée côté animation. Et on va attaquer, je vous le propose, par plutôt les flops, donc par le flop 5 de cette année 2024. Pourquoi ? Tout simplement pour garder le meilleur pour la fin, pour finir dans la joie et la bonne humeur avec mes 5 films préférés de l'année. Ça, ce sera dans l'épisode 15 qui sortira mercredi prochain. Alors dans cet épisode-ci, l'idée c'est pas de taper gratuitement sur des films, de les bâcher pour le plaisir avec un grand sourire aux lèvres. Non, c'est surtout d'expliquer pourquoi ils se retrouvent en bas de mon classement. D'ailleurs, je les ai choisis parce qu'ils ont des profils un petit peu différents les uns des autres. Je trouve qu'ils sont révélateurs de certaines tendances au sein de l'industrie. Pas les meilleurs, vous l'avez compris. Et voilà, je vais essayer de vous détailler tout ça en étant le plus objectif possible, bien sûr, vous me connaissez. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on se lance. Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage. Ah bon ? Je vais plus être le guerrier dragon ? Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix. Apaisé. Apaisé. Vire des nageoires de mon territoire ! Affamé. À manger. Légumes et nouilles sautées. Ah, ça marche pas du tout. Taille longue, je suis fan. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants, personne n'osera douter de mon pouvoir. On attaque ce flop 5 avec le numéro 5, forcément le 5e moins bon film de 2024, et vous l'avez reconnu, c'est Kung Fu Panda 4, réalisé par Mike Mitchell et Stephanie Stein. Hasard cocasse du calendrier, c'était le tout premier épisode d'Animedia en mai 2024, ça commence à remonter déjà.
C'est, comme vous l'avez compris, le 4e épisode de la série Kung Fu Panda qui sort 8 ans après le 3e, parce que j'en ai déjà parlé justement dans cet épisode 1, que je vous invite évidemment à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Je vais pas m'étendre plus que ça, mais voilà, on va essayer de répondre à chaque fois à la même question dans cet épisode. Pourquoi est-ce que ce film se retrouve dans ce flop? La raison principale, et c'était le titre justement de l'épisode 1, c'est parce que ce Kung Fu Panda 4, c'est l'épisode de trop. Il arrive bien après une trilogie qui se tenait parfaitement et qui n'avait pas besoin justement de suite. C'est une franchise que j'aime plutôt bien, moi, les Kung Fu Panda, je les ai découverts un petit peu sur le tard. C'est le seul que je suis allé voir au cinéma, ce 4e. J'étais un petit peu sceptique sur le papier à l'annonce du projet. Et bon voilà, vous le comprenez, s'il se retrouve là, c'est parce que ça ne m'a pas convaincu du tout. C'est un épisode qui est clairement opportuniste, qui est là pour faire fonctionner la machine à cash. Et d'ailleurs, ça commence dès l'origine du projet, puisque il s'est fait pour un budget moindre par rapport au précédent et notamment par rapport au 3e. Il a coûté que, avec des guillemets, 85 millions de dollars contre 145 millions de dollars pour le 3. Donc on est quasiment 2 fois moins à 8 ans d'intervalle et ça se voit même méchamment et c'est le principal défaut du film, c'est qu'il manque de budget, il manque d'ampleur, il manque d'ambition, il manque de pas mal de choses en vérité. Les 5 cyclones, donc les 5 personnages secondaires principaux, on va dire, en tout cas les plus connus, Tigresse, Mante, le singe, etc., ils sont complètement laissés au placard. On nous sort une excuse un peu de derrière les fagots pour nous expliquer pourquoi ils sont pas là, mais la raison principale, c'est quand même le budget. Ça coûte cher à animer ces personnages-là. Autour de l'histoire, les environnements sont assez vides. Il y a moins de personnages d'une manière générale, il y a moins de rebondissements aussi. Il se passe globalement moins de choses. L'histoire, pour la résumer en quelques mots, puisque j'en ai pas encore parlé, c'est que Po a été choisi pour être le nouveau chef spirituel de la vallée de la paix, mais pour ça, il doit former à son tour le nouveau guerrier dragon, ce qui ne va pas se faire tout seul, puisque dans un même temps, on a l'émergence d'une nouvelle grande méchante qui est la caméléone, qui a ce pouvoir de se transformer en tous les personnages qu'elle veut, ce qui est très pratique pour un épisode qui repose quand même pas mal sur le fanservice. On peut faire revenir des personnages qu'on connaît déjà issus des précédents épisodes. Et d'ailleurs, cette méchante, elle a justement un pouvoir qui est stylé sur le papier, qui fonctionne bien, mais elle est complètement sous-exploitée. On la voit très très peu dans le film et on se rend compte que non seulement elle peut se transformer dans les personnages qu'elle veut, mais elle peut aussi absorber leur pouvoir, les synthétiser, et ça c'est utilisé à la fin. On crée une espèce de chimère qui est une bonne idée sur le papier, mais qui est complètement sous-exploitée. Le combat, il est pas du tout au niveau de ce qu'on peut s'attendre. La synergie entre Po et le nouveau personnage secondaire, qui est celui interprété par Awkwafina, ça marche pas hyper non plus. On a les deux pères de Po, son père adoptif et son père panda, qui prennent beaucoup plus de place pour des séquences qui se veulent un petit peu drôles, mais là non plus, ça fonctionne pas terrible et ça sert surtout à jouer la montre pour arriver péniblement à 1h30 de film. Et ça, voilà, je vous le dis, j'ai dû aller voir mon runner de l'épisode 1 parce que j'avais quasiment tout oublié de ce film. Ça laisse très très peu d'images fortes en tête, très très peu de souvenirs. Et c'est ça qui est le plus dommage, c'est que c'est vraiment pas marquant. Et pourtant, le problème dans tout ça, c'est aussi pour ça qu'il se retrouve là, c'est que ça fonctionne. Voilà, 547 millions de recettes, c'est plus que le 3 pour un budget qui est moindre, je vous l'ai dit. C'est le film de la marchandisation, de la nostalgie avec un produit au rabais. Ça, j'ai quand même beaucoup de mal à le tolérer et c'est une tendance qui se manifeste de plus en plus dans l'industrie et peut-être même encore plus dans le cinéma d'animation. On a eu Vaiana 2 cette année, on est un très bon exemple aussi. C'est un film qui de base devait être une série transformée en long métrage. On sent qu'au niveau production, ça n'a pas trop suivi. Et pourtant, ça cartonne, surtout par rapport au budget initial. On prend moins de risques, on gagne autant, voire mieux. Pourquoi ne pas continuer? C'est dommage, c'est paresseux, c'est feignant, tout ce qu'on veut, ça manque d'idées. Next, c'est pas ce qu'on a envie de voir dans le cinéma d'animation. On passe à la suite. Ça, c'est mon papa. Et Maya, c'est ma fille. Quand j'étais à l'autre bout de la planète, je lui ai demandé de me donner des titres d'histoire. Tiens, donne-moi le titre pour ton prochain dessin animé. Et j'en ai fait des dessins animés, dont voici la bande-annonce. Mais c'est quoi une bande-annonce? C'est quand on raconte le film en 1 minute. En 1 minute? On va rien comprendre. Mais non, on va pas l'accélérer. On va le découper avec des ciseaux et le recoller avec du scotch. Ça s'appelle du montage. Et ça fait même pas mal. On est dans un film de papa. Tout est en papier, regarde.
Le numéro 4 de ce flop 2024, c'est Maya, donne-moi un titre, réalisé par Michel Gondry. Avant d'attaquer la critique à proprement parler, je vais refaire un petit détour pour vous présenter, si vous ne le connaissez pas, Michel Gondry. C'est un réalisateur français qui a commencé comme réalisateur de clips, qui a fait beaucoup de clips que vous connaissez peut-être sans le savoir. Il a notamment travaillé pour Björk, les Chemical Brothers, Foo Fighters, les Rolling Stones, mais sans doute son clip le plus connu, c'est celui de Around the World des Daft Punk. Vous voyez les robots, momies, squelettes, etc. qui tournent en rythme autour d'un podium. C'est de lui qu'il a ensuite enchaîné avec une carrière assez prolifique au cinéma quand même. C'est le réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Mind notamment, avec Kate Winslet et Jim Carrey, La Science des rêves ou plus récemment Le Livre des solutions avec Pierre Ninet. Il a un univers bien à lui, très très emblématique, très très marquant, qui est beaucoup à base d'effets pratiques qui se voient notamment à l'écran. Il n'a pas peur de montrer l'utilisation des effets spéciaux pour montrer qu'on voyage à travers ses films dans un univers souvent onirique, un petit peu enfantin, mais plutôt du côté de l'imaginaire. Voilà, il a aussi réalisé une adaptation de L'écume des jours de Boris Vian qui fonctionnait aussi pas mal sur ce principe-là. Et pour ce qui est son tout premier film d'animation, Maya, donne-moi un titre, on est complètement là-dedans. C'est un film qui a été entièrement fait par lui à la main, mais littéralement, c'est-à-dire que c'est un film à base de papier découpé. Il dessinait lui-même, il découpait lui-même, et ensuite, par une succession de collages, il crée l'animation image par image. Et Maya, donne-moi un titre, c'est quoi ? C'est, en résumé, une compilation d'histoires courtes qu'il avait fait pour sa fille, Maya, donc, notamment durant les confinements de 2020. Et alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'il se retrouve dans ce flop ? C'est un film qui est assez petit, qui a eu une sortie assez confidentielle, malgré le fait que Michel Gondry est quelqu'un d'assez reconnu, réputé par la critique notamment. Eh bien parce que même si l'intention est louable, et j'ai conscience que c'est pas hyper sympa de ma part de taper sur un petit film comme ça, mais le problème que j'ai, c'est que est-ce que ces petits films, ces courts-métrages, est-ce qu'ils avaient suffisamment d'intérêt et de valeur pour être distribués comme un long-métrage ? On en a plusieurs, c'est une succession, je l'ai dit, de courts-métrages, c'est pas l'ensemble de ce qu'il a fait pour sa fille, mais vraiment on nous les assemble un petit peu au chausse-pied avec des scènes de transition tournées justement avec sa fille pour rajouter un peu de liant dans tout ça, et on arrive péniblement à 1 heure, tout pile, générique compris. Donc c'est pour dire que malgré tout, en termes de contenu, on a un peu étiré tout ça pour nous le vendre en tant que long métrage. Et moi j'ai aussi un petit problème avec cette mise en scène du quotidien, même si tout ça est animé évidemment, c'est des petits bouts de papier. On a notamment sa fille qui prend son bain, sa fille avec sa mère en train de cuisiner, enfin c'est des choses qui m'ont un petit peu dérangé dans le sens où j'avais l'impression, même si c'est des histoires fantasmées qui partent très très vite dans l'absurde, de me retrouver dans l'intimité d'une famille, de choses que j'étais pas censé voir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu comme l'impression d'avoir un film de vacances projeté sur grand écran avec des scènes un petit peu trop intimistes. Ça m'a mis un petit peu mal à l'aise, en plus de me poser la question pendant tout le film, à savoir est-ce que tout ça est bien valable et bien intéressant. Il faut dire aussi que le film se destine à un public qui est très très jeune, je pense autour de, on va dire 5-8 ans. Il y a une volonté pédagogique là-dedans qui est claire. Je pense que ça peut être très sympa à faire en école avec une maîtresse ou un intervenant un peu calé dans le cinéma qui va faire des ateliers pour faire dessiner les enfants et leur montrer les rudiments de l'animation. En ça, je pense que c'est intéressant. Mais alors pour le reste, je trouve quand même que l'intérêt est très très limité. J'ai vu que la critique avait été globalement sympa avec ce film. C'est un petit projet indépendant fait dans son coin. On te rajoute la voix de Pierre Ninet là-dessus parce que voilà, il faut ça aussi de nos jours pour vendre un film. Mais globalement, voilà, je trouve vraiment pas ça très très valable. Ça sert à rien d'être plus méchant que ça avec ce film. Vous avez compris mon avis. On passe tout de suite à la suite. Je me demande pourquoi ils font tous autant d'efforts. Réaliser ses rêves. Qu'est-ce que c'est relou. Mais t'es trop fort! Viens jouer au foot avec moi! Nagui, j'ai besoin de ton talent. Ça a l'air bien relou. On doit devenir les meilleurs joueurs du monde. C'est notre destin! Le numéro 3 de ce flop 2024, c'est Blue Lock, épisode Nagui, réalisé par Taku Kishimoto.
il va falloir que je pose quelques bases puisque on entre dans un quand même grand bordel qui est principalement lié à l'industrie de la Japanimation. C'est quoi Blue Lock épisode Nagi en quelques mots? Eh bien, c'est l'adaptation d'un spin-off du manga Blue Lock, qui est un shonen de football qui est arrivé chez nous en 2021 et qui a été adapté en série d'animation fin 2022. Le pitch, globalement, il est assez simple. Après l'élimination du Japon de la Coupe du Monde 2018, l'Union japonaise de football lance un programme pour recruter les meilleurs éléments des lycées du Japon qui participeront à la Coupe du Monde 2022 et dans l'idée bien sûr de faire triompher le Japon. Alors pourquoi est-ce que Blue Lock épisode Nagi se retrouve dans ce flop? Eh bien 2024 aura été pour moi la découverte du grand bordel autour des films tirés d'animés japonais et notamment de sport, avec toute la difficulté, je m'en rends compte, que ça engendre pour les critiquer. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, ici c'est l'adaptation d'un manga spin-off qui est centré sur un personnage secondaire de l'intrigue. Donc autant vous dire que ça demande quand même un effort assez gros de savoir où est-ce qu'on en est dans tout ça, de s'intéresser à un univers que je connaissais moi de très très loin. Je voyais les pubs pour Blue Lock, j'avais conscience que c'était devenu un nouveau phénomène du shonen de sport. Moi, pour vous donner une petite ordre d'idée, en dehors de Olive et Tom, quand j'étais jeune, au début des années 2000, j'ai pas suivi grand chose. J'ai lu, j'ai regardé un petit peu High Shield 21, qui se passait plutôt dans le côté football américain, mais bizarrement, alors que j'aime le sport et que j'aime l'animation japonaise, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Donc là, le principe dans ce film épisode Nagi, c'est de redécouvrir plus ou moins le début de l'histoire du manga, de l'animé, mais d'un autre point de vue de ce personnage qui s'appelle donc Nagi, rien à voir avec le présentateur de France 2. Mais justement, c'est le plus gros problème du film, c'est que c'est un peu un long épisode, à peine mieux produit, je trouve, qu'un épisode d'animation japonaise standard, avec une qualité d'animation qui est un petit peu aléatoire, un petit peu fluctuant, mais surtout, comme ça nous présente le début d'une histoire, en fait, il n'y a pas de fin. Le film s'arrête après une des épreuves, parce que le Blue Lock, c'est tout un programme, mais en gros, c'est un peu un battle royale, dans le sens où on part avec une sélection de footballeurs jeunes, et ensuite, on les élimine petit à petit pour avoir ce qui ressemblerait à une sélection de foot. Et donc là, on passe plusieurs épreuves, et puis au bout de là, je sais même plus, pour vous dire, je l'ai vu à Annecy, ça commence à remonter un petit peu, 3e ou 4e épreuve. Et bien voilà, le film s'arrête, on sait qu'il y aura une suite. Est-ce qu'il y aura une suite d'ailleurs en film? À voir, puisque le manga n'est lui pas terminé, donc ça se termine sur un gros point d'interrogation, sur un espèce de pied d'appel comme ça, une porte d'entrée, on va dire. Voilà, si vous voulez la suite, allez voir l'animé. Mais c'est pas très très clair et je trouve pas non plus que ce soit une super bonne porte d'entrée justement vers cet univers-là que moi j'étais plutôt content de découvrir sur le papier. En gros, pour vous expliquer tout ça, on est sur un pur produit de fanservice comme l'animation japonaise sait très très bien en faire. C'est assez difficile à suivre, on est quand même bombardé de personnages secondaires dont on imagine qu'ils sont traités un peu plus sur le long terme, que ce soit dans le manga ou dans l'animé. Là, j'imagine que si tu les connais déjà, t'es très content de les revoir, mais alors si tu ne les connais pas, c'est pas forcément le film qui va t'aider à mieux les comprendre. Forcément, le personnage titre et son ami principal, celui qui l'initie justement au football, sont un peu plus détaillés que le reste. Encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais globalement, ça ne suffit pas. Et pourquoi est-ce que je mets ça en parallèle avec un phénomène global autour des animés de sport? C'est parce que j'ai eu un peu le même problème avec un autre film tiré d'un shonen de sport, cette fois de volley, qui s'appelle IQ, la guerre des poubelles. Sauf que là, on est sur la conclusion d'un shonen qui remonte quand même à plusieurs années. Donc on nous met aussi en scène des personnages qu'on connaît pas forcément. Mais la différence, c'est que là, ça se tient en un seul match. Il y a un début, il y a une fin, c'est très très clair. On comprend bien qu'ils ont vécu des choses avant, on comprend bien qu'il va y avoir une suite, qui va d'ailleurs être en film, mais au moins c'est plus facile à suivre. Et je pense que l'exemple ultime de ça, qui est un petit peu plus connu, c'est le film The First Slam Dunk, qui est sorti l'an dernier, qui est aussi l'adaptation partielle du manga Slam Dunk, mais il faisait ça en se centrant sur un autre perso, là aussi, ce qui rendait ça beaucoup plus intéressant même pour les fans,
fans qui justement avaient le point de vue d'un personnage qui était un petit peu laissé sur la touche en temps normal. Et surtout, il y avait une super qualité d'animation, une super mise en scène. C'était vraiment pensé comme un film de A à Z, avec un début, une fin, c'était très clair. Là, pour cet épisode Nagui, on est sur de l'exploitation d'un produit qui fonctionne très très bien, et ça s'arrête globalement là, donc vraiment à réserver aux connaisseurs hardcore uniquement. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie-là, ça sert à rien de vous infliger ça. Reprenez l'animé du début et voyez si ça vous plaît ou non. Allez, on enchaîne. Salut la compagnie! Attendez, 3 filles, une épouse, il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme? Oh, il est là, mon tout petit! Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa. Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il le montre pas sur son visage. Il le montre pas dans ses gestes. Oh, un gros junior robot. Le numéro 2 de ce flop 2024, c'est donc Moi, moche et méchant 4, réalisé par Patrick Delage et Chris Renaud. Pour la petite histoire, pour le côté making-of du podcast, c'est un film dont je voulais parler bien plus tôt, de le rattraper durant l'été ou à la rentrée. J'ai jamais réussi à m'y mettre. Pourquoi ? Parce qu'il se retrouve justement numéro 2 de ce flop. C'est un film que j'ai vraiment pas aimé. Le 4e épisode d'une licence que j'apprécie vraiment très très modérément, pour être gentil. Ça arrive 7 ans après le 3, ça arrive après une série de films mignons que je n'ai pas vu. D'ailleurs, voilà, pour être totalement transparent, c'est même une série que j'ai découvert très très tard. On les a rattrapés avec madame qui m'a initié à ça, justement parce qu'ils étaient tous dispo sur Netflix pas longtemps avant la sortie du 4, pour préparer le terrain. Mais je crois que globalement, je suis vraiment trop vieux pour ces conneries, et c'est une franchise qui a du mal justement à dépasser son statut de film pour enfants. Je trouve le 2 un petit peu au-dessus du reste, mais globalement tous ressemblent un petit peu pour moi. Pour vous faire quand même le pitch rapide, dans cet épisode 4, Gru est devenu père de famille. En tout cas, il a eu un enfant, en plus des filles adoptives issues des films précédents. Et il fait face cette fois à Maxime le Mâle, qui prévoit de transformer son fils, justement, et toute l'humanité d'ailleurs, en espèce d'hybride humain-cafard. Pour se protéger de cette menace, la famille part se cacher sous une fausse identité dans une banlieue chic. Et on va avoir forcément le côté poisson hors de l'eau, où ils vont se retrouver dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, à fréquenter des gens qui ne sont pas du même milieu social et du même environnement qu'eux. Pourquoi est-ce que ce film se retrouve dans ce flop ? Principalement parce qu'on a l'impression que plus personne n'a envie de se donner du mal avec cette franchise Moi, moche et méchant. Le méchant, on le voit au début, la scène d'intro, elle est classique mais plutôt bien faite, et on le retrouve quasiment ensuite à la fin du film. Il disparaît pendant la majorité du film, et à la place, pour remplir les 1h30 réglementaire, on a une succession de gags, mais qui ferait à peine rire, je pense, un enfant de 5 ans. C'est quand même une série qui a quasiment 15 ans maintenant. L'épisode 3, il date d'il y a 7 ans. Et je trouve que ça n'évolue pas avec son public. On reste globalement pour le même niveau d'humour, le même type de situation comique, etc. C'est assez plat. Comme je l'ai dit, ça joue un petit peu la montre. On les sent vraiment tous à court d'idées. On nous rajoute des super mignons. Donc là encore, on surfe, mais vraiment sur le tard, sur la vague super-héroïque. Mais on sent que même ça, ils savent pas trop quoi en faire. Là, c'est pareil. Ils arrivent assez tôt dans le film. Ils ont vaguement un rôle à la fin, mais c'est pas très satisfaisant. Il y avait moyen de faire beaucoup plus de choses là-dessus. Et comme Thor Love and Thunder, le dernier, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on nous ressort en plus des mèmes internet d'il y a 10-15 ans, comme le Honey Badger. Et ça, quand on en arrive là, c'est que c'est vraiment pas bon signe. C'est qu'on a du mal à savoir à qui on s'adresse, c'est qu'on a du mal à piocher des nouvelles idées, des choses qui font rire. Et puis en plus de ça, et ça c'est un mal récurrent je trouve quand même globalement dans l'industrie avec tous ces films autour de méchants, je mets des gros guillemets, c'est qu'on n'arrive plus, on essaye même plus en fait de les faire passer pour des méchants. Là c'est vraiment un héros classique, père de famille qui nous est présenté de façon hyper positive tout du long. Alors je sais qu'on en est au 4e épisode, qu'on a passé ce stade-là, mais enfin la série s'appelle quand même comme ça. Dans le 3e il y a une tentative de le rapprocher avec son frère. Là il y a vraiment pas grand-chose quoi, c'est vraiment
paresseux. Encore une fois, on exploite une licence. Je retrouve même pas la satisfaction de mise en scène ou d'action qu'on avait justement encore dans un Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, on sent un minimum de savoir-faire. Ça se bastonne un petit peu. Il se passe des choses quand même un minimum. Là, globalement, ça ronfle. Ça ronfle quand même beaucoup. Mais encore une fois, ça fonctionne. Le film, il arrive plus ou moins au même chiffre que le 3e épisode. On est quasiment à 1 milliard de dollars au box-office. C'est vous dire à quel point tout le monde en veut encore et que même si finalement, comme je dis, ça n'évolue pas tant avec son temps, le public reste là. Et ça, j'avoue que j'ai quand même un petit peu du mal à me l'expliquer. Je ne sais pas vers où la licence se dirige. Ça m'étonnerait beaucoup avec des chiffres pareils qu'on n'ait pas une suite, qu'on continue pas d'exploiter la licence. Mais franchement, ça devient un peu lourdingue. Peu importe la raison pour laquelle je t'ai créé. Tu es là pour accomplir de grandes choses. La conquête nous attend. Je suis capable de la retenir tout seul. Mais tu n'es plus tout seul. Allez, une petite parenthèse avant d'attaquer le numéro 1 de ce flop 5. Je vais vous parler brièvement série. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler de ma grosse déception côté série de l'année. C'est Secret Level, une série créée par Tim Miller, produite par Blur Studio et qui est disponible sur Prime Video. Alors qu'est-ce que c'est pour vous la présenter brièvement ? Secret Level, c'est une série anthologique, c'est-à-dire que c'est une succession d'épisodes indépendants les uns des autres. Il y en a 15 en tout. Et là, le gimmick, c'est que chaque épisode est basé sur un jeu vidéo différent. Pour en citer quelques-uns, on a notamment Donjons et Dragons, Sifu, Spelunky, Armored Core, Pac-Man, Megaman, Unreal Tournament, etc., etc. C'est en quelque sorte une suite spirituelle de Love, Death and Robots, qui était une autre série anthologique, notamment chapeautée par Tim Miller, spécialement dans l'animation. Vous avez 3 saisons disponibles sur Netflix, une 4e est en chantier. Et globalement, c'était une série qui était assez appréciée par sa diversité, une série d'animation, je mets des gros guillemets, vous connaissez les termes, mature, adulte, etc., qui donnait quand même à voir un panorama de ce qui se faisait dans l'animation au global. Et alors pourquoi est-ce que j'ai mis Secret Level, je lui ai accordé une place spéciale dans ce flop ? C'est justement parce qu'il n'y a aucune ou très très peu de diversité là-dedans. Je l'ai dit, c'est produit par Blur Studio et Blur Studio faisait partie des studios qui travaillaient aussi sur Love, Death and Robots, sauf que là, on se retrouve avec une DA générique et quasiment unique pour ces 15 épisodes, alors qu'on traverse des jeux vidéo qui n'ont quand même, pour certains, rien à voir les uns avec les autres, mais là, on a une direction artistique quasiment unique avec une large dominance du photoréalisme qui, vraiment, aujourd'hui, a beaucoup de mal à impressionner. On a une grosse sensation de redite d'un épisode à l'autre. On a presque l'impression que tout ça est fait du même moule. Mais surtout, peut-être le plus gros point noir, c'est qu'on sent qu'ils ne savent pas quoi raconter avec ça. Ils ne savent pas où aller, quoi. On a l'impression d'avoir plutôt une suite de cinématiques promotionnelles, comme il en existe dans le milieu du jeu vidéo, quand on annonce un titre bien longtemps avant sa sortie. On nous montre a priori peu de gameplay, peu d'images du jeu à proprement parler, mais on essaye d'en mettre plein la vue avec ce qu'on appelle une cinématique, ou en tout cas quelque chose de pensé presque comme une bande-annonce de cinéma. Et bien là, c'est quasiment ça. C'est quasiment que des proof of concept. Voilà, on vous explique presque quel est ce jeu sans forcément chercher à raconter une histoire avec ça. Donc le côté anthologie qui disparaît presque. On a l'impression de se retrouver face à une série de bandes annonces, alors que, je le dis, les jeux sur le papier, ils sont très différents, que ce soit à la base en termes de direction artistique, mais aussi en termes de gameplay, de style de jeu. Alors déjà de base, on peut se poser la question sur le choix des jeux qui ont été sélectionnés. Alors je suis de mon côté, si vous ne le savez pas, plutôt friand de jeux vidéo. J'adore ça, j'ai travaillé en tant que rédacteur pour des sites de jeux vidéo, donc c'est une industrie que je suis quand même d'assez près. Et là, il y a quand même certains titres que même moi, je ne connaissais pas.
Et pour cause, puisque pas mal de titres multijoueurs, hein, je joue assez peu à du multijoueur et c'est quand même pas les jeux qui se prêtent le plus à l'idée d'essayer de créer une histoire. Alors, toute proportion gardée, hein, on l'a vu avec Arcane, hein, on peut faire quelque chose de très très bien avec un jeu qui de base n'a pas de narration. Là, justement, c'est un peu le contre-exemple, c'est-à-dire que vraiment, on va très souvent dans la facilité. Et puis, on a aussi 2 épisodes sur des jeux qui ne sont pas encore sortis. Donc, ce qui renforce le côté bande-annonce, regardez ce qui va vous attendre dans ce jeu-là. Je parle des épisodes qui sont sur des jeux qui s'appellent Exodus et Shadow Labyrinth, qui est en fait une variante de Pac-Man, mais hyper serious business et très très sombre, où il y a un personnage avec une épée qui se balade dans un labyrinthe, et en fait Pac-Man est une espèce d'entité démoniaque qui peut grossir et dévorer tout ce qui se passe. C'est très étrange. On aurait pu faire quelque chose de complètement loufoque et second degré et drôle avec Pac-Man. Et là, on a un épisode hyper serious business, hyper dark. Ça prouve vraiment la tonalité globale de cette série. Et tout ça, ça culmine dans le dernier épisode, qui est juste une publicité géante pour PlayStation. Il n'y a presque pas d'intrigue, vraiment. C'est une occasion, c'est une espèce de course-poursuite géant à travers la ville où on va te saupoudrer par-ci par-là de personnages emblématiques des consoles PlayStation. Et ça alors, ça coïncide étrangement avec les 30 ans de la première PlayStation, justement. Donc, on sent qu'il y a quand même un amalgame assez bizarre, un arrangement assez étrange entre les départements marketing de certains éditeurs de jeux vidéo, hein, et la narration de cette série. C'est un mélange des mondes qu'on n'a pas trop envie de voir. C'est vraiment pas ce qu'on en attendait. Ça a beau être correctement fait, hein, plastiquement, c'est assez impressionnant, mais c'est presque du déjà-vu finalement. Il y a quelques guests dans le casting vocal, hein, Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Kevin Hart, mais je crois que le plus gros problème est la façon dont on peut synthétiser tout Secret Level, c'est que ça n'a pas d'âme, tout simplement. C'est assez catégorique, hein. Il y a un épisode qui sort du lot, c'est celui sur Warhammer 40 000, qui n'est pas une saga que je connais beaucoup, mais au moins il y a une tentative d'essayer quelque chose narrativement. Mais alors globalement, c'est vraiment ma grosse déception série de l'année. Toute la terre du milieu connaît la légende de la guerre de l'anneau. Mais 200 ans plus tôt... Cavalier de la marche, frère du roi, naquit une autre légende. en avant! Voilà qui nous amène au flop 1 de 2024, celui que je considère comme étant le moins bon film d'animation de l'année. Et si vous êtes un auditeur régulier d'Animedia, vous vous en doutiez, il ne restait plus que lui, j'ai envie de dire. C'est Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, réalisé par Kenji Kamiyama. Pour vous le représenter brièvement, c'est une préquelle à la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui suit principalement le personnage de Hera, princesse du Rohan, hein, vous savez, cette peuplade majoritairement composée de cavaliers avec des grandes plaines. Son peuple est menacé par un seigneur rival qui cherche vengeance et à prendre la place sur le trône du puissant roi Helm. Sur le papier, c'était même plutôt prometteur, hein, ça faisait partie de mes grosses attentes de 2024. Alors pourquoi est-ce qu'il se retrouve numéro 1 de ce flop? Si vous avez écouté l'épisode précédent, hein, l'épisode 13 que j'ai fait en compagnie de Menro, un spécialiste du Seigneur des Anneaux, vous le savez déjà et je vous y renvoie pour plus de détails. Mais en résumé, le gros point noir de la guerre des Rohirrim, c'est que c'est vraiment une adaptation au rabais qui n'a pas ou très très peu de budget, d'ambition, avec une animation qui est complètement à la ramasse, hein, avec des effets de mise en scène assez embarrassants. On en avait parlé avec Menro, hein, même au niveau de l'écriture. C'est principalement une succession de clichés avec des personnages très caricaturaux. C'est très difficile de s'y attacher, c'est très, très, très difficile de ressentir quoi que ce soit pour eux. En plus de ça, ça dure 2h15, c'est beaucoup trop long pour ce que ça a raconté. Il y a un énorme ventre mou, beaucoup de passages obligés. On a un siège qui dure des plombes pour pas grand-chose, hein, dans ce qui deviendra ensuite le gouffre de Helm. Hein. C'est aussi ça l'idée de nous raconter cette histoire. Hein. Et en plus de ça, on force à mort à la fin pour accrocher les wagons avec la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Globalement, j'avais
j'avais été assez sévère avec le film, mais vraiment, j'ai du mal à trouver quoi que ce soit auquel me raccrocher, hein, même au niveau de l'interprétation. Globalement, le ton est quand même assez caricatural, hein, quand on ressort, notamment à l'époque, c'était mon cas, de séries d'animation comme Arcane, où là, ça pousse les curseurs beaucoup plus loin. Là, on est à 1000 lieues de ça. Et on avait pointé du doigt avec Menro une hypothèse. Et si ce film n'avait pas été fait par Warner Bros. Dans l'idée de conserver les droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux au cinéma avant un gros projet, hein, qui sera The Hunt for Gollum, qui sortira en 2026, réalisé par Andy Serkis. Et bien dans la foulée de la publication de cet épisode, hein, pour dire à quel point on avait quand même senti l'air du vent, j'ai envie de dire, bien Warner a confirmé exactement ça, que c'était la seule raison d'existence de ce film, à savoir de conserver les droits d'adaptation de la franchise au cinéma. Si vous ne le savez pas, quand on achète une licence telle que celle-là, quand on achète les droits d'adaptation d'une licence comme Le Seigneur des Anneaux, mais ça peut aussi être le cas pour une autre, on est tenu, on doit continuer à l'alimenter sous réserve que ces droits soient perdus et qu'ils repartent sur le marché. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que c'est l'animation qui en pâtit. En fait, on se retrouve à faire un faux film, je mets des guillemets, en attendant le vrai, qui sera un film live, avec cette fois beaucoup plus de budget, beaucoup plus d'ambition. Un film d'animation, mine de rien, surtout dans cet univers-là, ça coûte largement moins cher à faire, hein, donc on le fait par-dessus la jambe, sans mettre beaucoup d'argent, ne serait-ce que dans la promo, dans le marketing. C'est pour moi, et c'est la raison principale pour laquelle ce film se retrouve en flop 1 de l'année, c'est que c'est un manque de respect total envers l'animation, et c'est ça que je sanctionne, hein. Le film, lui, c'est un peu la conséquence, la résultante de ça. Il était presque déjà condamné avant d'exister, j'ai envie de dire, quand il est basé sur un tel postulat. C'est évidemment l'attitude du studio et un peu son mépris presque à l'animation d'une manière générale. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé, hein, aussi parce que le film a été très peu vendu, très peu marketé. Le budget estimé à 30 millions de dollars pour des recettes qui, là, à l'heure actuelle, plafonnent à environ 18 millions. C'est un échec cuisant, hein, on se le cache pas, c'est très très net, mais annoncé, prévisible, prévu par le studio, hein, qui leur coûte forcément moins cher que s'ils avaient dû perdre les droits du Seigneur des Anneaux. Vous imaginez, pour Warner, ça aurait été un manque à gagner énorme. Donc ce film n'aurait pas dû, entre guillemets, exister, hein. C'est vraiment une démarche qui est, je trouve, hallucinante de cynisme, qui reflète quand même, comme je l'ai dit en introduction, une certaine époque. On doit exploiter des licences, quitte à les user, quitte à les malmener, quitte à en faire un petit peu n'importe quoi, quitte à ne pas la respecter, j'ai envie de dire. C'est aussi les fans qui se retrouvent floués là-dedans, hein. C'est un film qui a été quand même annoncé assez longtemps à l'avance, qui a été présenté notamment au Festival d'Annecy. On a eu des premières images, donc ils savaient qu'il y avait une certaine attente là-dessus, qu'il y a un gros pool de fans du Seigneur des Anneaux, surtout quand on convoque la trilogie de Peter Jackson, qui encore aujourd'hui est révérée par des millions de gens à travers le monde. Et bien là, non. Là, on a décidé de juste faire ce film parce qu'il fallait en faire un, et globalement, il sera oublié, perdu dans les limbes de l'histoire. Vraiment le dommage collatéral, on va dire, d'un plus grand plan mené par Warner. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est quand même bien triste, et c'est pas le cinéma qu'on veut, c'est pas le cinéma qu'on aime. Ainsi s'achève ce Flop 5 2024 sur une note bien sombre. C'est pas du tout ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant, moi, quand je pars sur un tel projet qui est quand même de faire en sorte de redorer le blason, de redonner en tout cas à l'animation ses lettres de noblesse, de l'élever au rang de cinéma à part entière, hein, elle qui est trop souvent le parent pauvre. Mais justement, je considère que c'est aussi mon devoir de critique, de parler des choses qui nous plaisent un petit peu moins, de savoir garder une certaine objectivité sur ce qu'on nous propose, parce que c'est justement en étant exigeant, en demandant plus à tous ces projets, à tous ces studios, qu'on peut espérer être mieux servi par la suite. Et la suite, c'est justement ce qui nous attend dans l'épisode prochain, dans l'épisode de mercredi prochain, où là, cette fois, je parlerai du meilleur de l'animation 2024. Je dresserai mon top 5. J'espère vous y retrouver. D'ailleurs, en parlant de bilan de l'année, je fais ma petite pub également. Je fais la pub pour l'édition 2024 des Pop d'Or du Grand Popcast, puisque j'ai eu l'honneur, une fois de plus, d'animer cette grande cérémonie en compagnie de mes potos Menro, Gauthier et Otaksu. C'est disponible sur le Grand Popcast. On fait un grand retour en arrière sur l'année pop culture 2024, donc cinéma, mais aussi
séries, jeux vidéo, musique. Allez jeter une oreille si le cœur vous en dit, et en passant, bien sûr, abonnez-vous à Animedia, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme de votre choix. Laissez-moi 5 étoiles, partagez-le autour de vous, et vous pouvez également suivre Animedia sur Letterboxd pour consulter le grand classement du film d'animation, aller piocher des futurs visionnages dans la watchlist qui s'enrichit de semaine en semaine, et également suivre mes visionnages tout au long de l'année pour, pourquoi pas, vous faire spoiler les futurs top et flop de 2025. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire de cet épisode ou à venir en discuter sur Blue Sky ou Instagram. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour le top 5 de 2024. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! This is the honey badger. Watch it run in slow motion. It's pretty badass. Look, it runs all over the place. Whoa, watch out, says that bird. Ew, it's got a snake. Oh, it's chasing a jackal. Oh my gosh. Oh, the honey badgers are just crazy. The honey badger has been referred to by the Guinness Book of World Records as the most fearless animal in all of the animal kingdom. It really doesn't give a shit. If it's hungry, it's hungry. Ew, what's that in its mouth? Oh, it's got a cobra? Oh, it runs backwards? Now watch this. Look, a snake's up in the tree. Honey badger don't care. Honey badger don't give a shit. It just takes what it wants. Whenever it's hungry, it just... Ew, and it eats snakes? Oh my god, watch it dig. Look at that digging. The honey badger is really pretty badass. They have no regard for any other animal whatsoever. Look, and it's just grunting and ew, eating snakes. Ew, what's that, a mouse? Oh, that's nasty. Oh, they're so nasty. Ooh, look, it's chasing things and eating them. The honey badgers have a fairly long body, but a distinctly thick set, broad shoulders, and, you know, their skin is loose, allowing them to move about freely, and they twist around. Now look, here's a house full of bees. You think the honey badger cares? It doesn't give a shit. It goes right into the house of bees to get some larvae. How disgusting is that? It eats larvae. Ew, that's so nasty. But look, the honey badger doesn't care. It's getting stung like 1,000 times. It doesn't give a shit. It's hungry. It doesn't care about being stung by bees. Nothing can stop the honey badger when it's hungry. Oh, what a crazy fuck.